Bon, alors, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, on parle d'immobilier avec un invité super intéressant, Olivier Lepage. Salut tout le monde. Bonjour Olivier. Donc, Olivier, c'est un investisseur immobilier qui fait ça depuis maintenant plusieurs années. Donc, je vais lui laisser le temps de peut-être se présenter, expliquer un peu qu'est-ce qu'il fait, puis on va commencer par la suite avec mes super Oui, questions. absolument. Salut Youssef, salut tout le monde qui écoutait, bienvenue. Content que vous écoutez ça. Content d'avoir été invité aujourd'hui. Moi, ça fait maintenant presque 12 ans que je fais ça. J'ai commencé bien simple, bien humble. Je connais personne qui était dans l'immobilier, absolument rien. Mais j'ai juste décidé que c'était quelque chose que je voulais faire. Puis je me suis lancé au début en faisant des cours de courtier juste pour rentrer par une porte quelconque. Ça, c'en était une. J'ai travaillé un petit peu sur la construction aussi pour connaître comment ça fonctionnait. Euh, j'ai j'ai- j'ai commencé comme ça, simplement. Mhm. Ensuite de ça, on m'a formé un peu comme courtier. J'ai fait un petit peu de construction, donc j'ai appris les étapes, différentes étapes, comment rénover, comment construire. J'ai commencé avec un achat d'un duplex que, en passant, je le possède encore et non pas parce que je veux le posséder, mais parce que c'était tellement un mauvais achat que faut que je le garde pour que ça vaille la peine. Parce que l'immobilier, avec le temps, corrige les choses un petit peu. Avec la OK. plus-value, au moins, on récupère un peu d'argent. C'était pas une catastrophe, mais c'était pas le meilleur investissement, disons-le. T'en fais des meilleurs maintenant, disons. Ben oui, c'est sûr, exactement. Avec les erreurs que j'ai faites, maintenant, j'ai un meilleur jugement. Mhm. Donc, au moins, j'achète des choses qui sont mieux. Je suis plus aguerri maintenant. Ouais, J'ai plus de connaissances à cause des erreurs que j'ai faites. ouais. Donc, ensuite de ça, simplement une, deux, trois transactions dans les premières années se sont transformées après ça en 8, 10, 12 transactions jusqu'au Par moment où année, là, hein? ouais, exact, par année, jusqu'au moment où ce que ça venait un petit peu un conflit d'intérêt avec le fait que j'étais courtier à l'époque. Mmh. Fait qu'à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter de faire de la prospection en tant que courtier, puis juste me concentrer à faire du flip, qui, moi, était ma niche. Il est encore aujourd'hui. Par contre, je suis beaucoup plus ouvert au multiplex aujourd'hui, étant donné le marché. Mmh. Euh, et à un moment donné, j'ai juste arrêté d'être courtier, puis ça fait maintenant quoi, 5 ans environ que je fais juste de l'investissement immobilier temps plein. Je vis que Wow, de ça. wow. Donc, j'ai jamais vraiment eu de job. J'ai eu quelques job-ins quand j'étais jeune, mais j'ai pas vraiment eu de job. Ça fait 12 ans que je fais juste de l'immobilier, que je vis juste de l'immobilier. Cool. Fait que là, en tout, tu as fait à peu près, juste pour donner un peu une idée aux gens, là, tu as fait après combien de transactions? Je pense que ça fait 10 ans que tu fais ça, à peu près? Ouais, ça fait 10 ans. Écoute, j'ai approximativement, là, Ouais. parce que j'ai pas le data exact, là, un peu plus que 150 transactions là, que je fais. Wow, Fait qu'à wow. travers ça, tu sais, revente de PA, flip, tu sais, quelques plex que j'ai encore en ce moment, des constructions neuves aussi. Ça ressemble un petit peu à ça. Évidemment, en OK. grosse majorité, c'est des flips que j'ai fait. OK. Puis, justement, pour donner un peu, encore une fois, une idée aux gens, les flips, j'imagine, donc c'est un achat et une vente très rapide? Exact. Un flip, c'est vraiment un achat. Donc, on achète sous la valeur marchande de quelqu'un qui aura un besoin particulier ou une situation particulière qui fait en sorte qu'il aura besoin de vendre Mmh. une maison sous la valeur marchande. Puis après ça, on décide, dépendamment de la situation, qu'est-ce qu'on fait avec le flip, parce que ça implique pas nécessairement des rénovations, OK. malgré le mythe qu'on peut voir à la télévision que faut Ouais. tout le temps rénover. C'est pas toujours le cas. Il y a OK. des fois que j'ai acheté des très belles maisons puis j'avais presque rien à faire. Donc, flip, ça peut être achat, rénovation, revente. Ça peut être simplement achat, revente ou ça peut être un achat, une division. Donc, là, on parle d'exemple, diviser des terrains, diviser des appartements en condos, des choses comme ça. OK. Ça, c'est les flips. Donc, achat, plus-value, revente à court terme. OK. Puis quand tu dis court terme, en général, c'est quoi la moyenne? Parce que je sais que tu as une moyenne quand tu rénoves, puis tu as à peu près une moyenne quand tu le fais pas. Oui, exact. Idéalement, c'est à l'intérieur d'un an, mais le meilleur target, là, pour vous donner une idée, Ouais. s'il n'y a pas de rénovation, moi, ma cible, c'est 4 mois. S'il y a des rénovations, c'est 6 à 8 mois. 4 à 6 OK. mois s'il n'y a pas de rénovation, 6 à 8 s'il y en a. Évidemment, OK. ça dépend aussi de la grosseur du projet, là. Bien Si c'est sûr. un plus gros projet, comme un que je fais en ce moment, là, qui est un ancien monastère, c'est une très, très grosse maison là, de 5000 pieds carrés. Celle-là, je projette 12 à 18 mois parce qu'évidemment, juste la démolition, ça fait Ouais. 1 mois et demi qu'on est là-dessus, puis on n'a pas Wow. fini encore.
OK. Fait que il y a du Fait que boulot, là. oui, il y a du boulot là-dessus, mais Ouais. en moyenne, on peut estimer OK. 6 à 8 mois quand il y a des rénovations. Parce que faut que ça soit rapide, là. Quand on fait des flips, là, si on parle juste de ça, étant donné Ouais. que c'est ma spécialité, le temps est tellement précieux quand on fait des flips parce que acheter et revendre une propriété, ça coûte super cher. Tu sais, les gens OK. minimisent des fois, là, mais il y a énormément de frais dans l'achat d'une propriété, taxes de Mmh. bienvenue, notaire, il y a énormément de frais dans la possession d'une propriété qu'on rénove parce que là, on s'entend qu'il n'y a personne qui vit dedans, à moins qu'on ait un plex, mais même dans un plex, on le vide. Souvent, on sort des locataires pour Ouais. rénover. Donc là, on n'a pas de revenus. Puis là, on paye plus cher l'assurance parce que c'est vide. On paye Mmh. l'électricité, on se retrouve à payer des taxes, on se retrouve à payer des intérêts aussi souvent, Bah oui. soit un paiement bancaire ou soit des intérêts d'un prêt privé. Fait que Mmh. tout ça, ça s'accumule, puis ça va vite là, par mois. Fait OK. que faut que ça avance très Chaque rapidement. journée, il y a un coût à chaque journée, quoi. Ah, chaque journée, oh, et puis des fois par semaine, là, ça peut tourner autour de 1000 pièces par semaine. Là. Mmh. Wow. En tant que, tu sais, à 1000 pièces, juste des frais fixes par semaine, puis là, on parle même pas de frais que ça coûte pour Ah rénover. ouais, pour les rénovations, ouais. Tant qu'il faut que ça roule, là. Fait que Mmh. plus que ça avance vite, un flip, puis plus que ça peut être payant. Parce que le temps lequel on possède un flip, c'est super important. C'est pour ça que des fois, il faut aussi prévoir est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire des grosses rénovations ou des Mmh. fois des rénovations plus cosmétiques Ouais. ou pas du tout, puis laisser ça entre les mains de quelqu'un d'autre. Mmh. Il faut estimer des fois si ça vaut vraiment la peine d'aller là-dedans. Euh, Puis là, encore là, ça dépend de, tu sais, la personne qui fait le flip, comme moi, exemple. Tu sais, j'ai beaucoup de connaissances en construction. Par contre, je suis pas un rénovateur. J'ai pas Non. un pick-up avec une remorque puis plein d'outils dedans. Moi, je suis Mmh. quelqu'un qui va faire la gestion. C'est ça. Fait que, tu sais, faut que j'estime, est-ce que, tu sais, moi, je suis pas sur le terrain en train de rénover, donc je veux pas m'acheter une job pour faire de la rénovation. Donc, ça vaut-tu la peine que je fasse la rénovation ou Mmh. pas? Tu sais, ou je peux la laisser entre les mains de quelqu'un que lui va la faire lui-même, puis Ouais. peut-être que c'est ça qu'il veut, lui. Il Mmh. veut pas travailler pour un client, il veut travailler pour lui-même. Fait que lui, il aime ça, il va l'acheter juste un petit peu plus cher, Mmh. mais un petit peu plus cher que Mmh. moi, évidemment, Ouais, que je c'est veux ça. dire. Mais lui, il va faire la rénovation. Puis lui, il est content parce que c'est une job qui s'achète pour lui-même, puis il C'est ne doit rien ça. à personne. Fait que ça, c'est le fun, mais il faut estimer c'est quoi notre spécialité, c'est quoi nos forces, puis foncer là-dedans. Cool. Puis, dis-moi pour donc là, le gros, j'imagine, d'une transaction de flip, c'est la prospection, c'est trouver les bons deals? Ça, c'est une très grosse partie, évidemment, parce que c'est la première étape. C'est ça? Donc, étant donné que c'est la première étape, le premier pas, puis c'est souvent une grosse barrière psychologique pour les gens, la prospection, c'est une grosse barrière psychologique parce qu'il faut essayer de rentrer en communication avec des gens à froid, des gens qu'on ne connaît OK. pas, ou des gens qui sont en détresse. Puis, tu sais, même moi, en partant là, au début, je ne cacherai pas que j'avais une petite réticence, étant Mmh. donné, tu sais, simplement parce que j'avais entendu des choses, exemple, on profiter des gens qui sont en détresse, on profite du malheur des gens, puis tu sais, on va entendre ça des gens qui n'ont jamais été dans l'immobilier, qui ne comprennent Mmh. rien, mais qu'ils pensent qu'on est des gros méchants loups, versus moi, après le temps, puis après avoir compris, puis avoir eu de l'expérience de gens qui, quand une fois arrivé chez le notaire, les gens me remerciaient. Là, j'ai compris qu'il y a un besoin. Ces Mmh. gens-là, ils ont un problème. Moi, je suis là pour régler le problème. Puis évidemment, je suis rémunéré pour régler le problème. Dans le fond, je me retrouve à acheter leur problème. C'est ça. Fait qu'eux, ils vendent moins cher, ils me lèguent leur problème. Puis moi, je règle le problème, puis je leur vends un petit peu plus cher. C'est ça. Fait que, tu sais, l'important, c'est juste de gager que entre les deux, tu sais, entre le prix que je paye puis le prix que je revends puis que je règle le problème puis le coût que ça me coûte, mais il reste C'est un petit ça. profit. Puis là, Exactement. ben, je peux vivre avec ça. Ouais. Petit ou Puis gros, quand là. tu dis problème, juste pour donner un peu une idée aux gens, tu sais, tu as parlé exemple, puis j'imagine que c'est en lien avec la prospection aussi, là. Exemple, quelqu'un qui a des avis de la banque, j'imagine ça, c'est un type de cas où justement, toi, tu peux Absolument. intervenir pour les aider. Très bonne question, Youssef. En effet, quand je parle de problème, c'est très, très large en tant que Ouais. problème, mais si on veut être plus précis, ça peut être effectivement des gens qui ont des difficultés financières, donc qui ont des retards à la banque, ils n'ont pas payé leurs taxes municipales ou pour avoir différentes raisons. Puis des fois, les gens se prennent un petit peu d'avance, ils n'attendent pas nécessairement d'avoir un avis de la banque, mais englobons ça dans difficultés financières. Ouais. On peut aussi avoir simplement une succession. Les OK. gens peuvent hériter d'une maison qui est vide. Ouais. Ils ne savent pas quoi faire avec. Ils ne la veulent pas nécessairement. Ils préfèrent avoir l'argent.
Ça peut être un divorce. Exemple, deux personnes qui se séparent, ils quittent la maison, ils ont de la difficulté à se parler, ils se parlent à travers les Mhm. avocats, relation difficile, ils veulent liquider la maison. Ça peut être aussi des gens qui sont transférés à l'extérieur, puis il faut qu'ils règlent, dans le fond, la vente de la maison rapidement. Ouais. Ça aussi, c'est une autre chose. Ou Puis toi, simplement comment des tu fais pour détecter un peu les opportunités là-dedans? excellentes questions. Ça, c'est le nerf de la guerre. Comment que je Tu peux fais nous pour donner ta détecter ça? recette ou pas, là? Écoute, ça me fait plaisir de te donner parce qu'il n'y a pas vraiment de secret. En Non, fait, non. c'est simple. Il y a en fait, comment qu'on va chercher la source ou cette information-là, il y a plusieurs façons. Et là, OK. j'en ai une liste là, de différentes façons qu'on peut les trouver. La façon la plus simple, c'est à travers des sites web qui, eux, utilisent les données du registre foncier. Là, OK. pour être basic, Immobilier 101, registre foncier, c'est un registre gouvernemental où est-ce que tout ce qui est en lien avec une propriété est publié pour éviter la fraude ou OK. les problèmes. Ah ouais. Donc, sur ce registre foncier-là, exemple, quelqu'un qui est en retard à la banque doit publier sur le Mhm. registre comme quoi elle va entamer des procédures. OK. Donc, ça veut dire que la personne est déjà en retard. C'est ça. Donc, quand c'est publié, là, il y a différents sites web comme JLR, mon prospecteur, qui, eux, utilisent les données du registre, remoulent ça un petit peu parfaitement adapté pour des investisseurs comme moi ou comme vous, Ouais. puis les traitent. Fait que là, en gros, je reçois des listes d'avis de 60 jours ou des OK. listes des gens qui ont hérité de propriété à chaque OK. jour. OK. Puis, j'approche ces gens-là, simplement. OK. Puis là, j'appelle ça contact client, moi. Ça peut, puis là, peu importe la façon qu'on les contacte, ça n'a pas d'importance, que ça peut être physiquement à la porte, ça peut être au téléphone, ça peut être via une lettre, qui est aussi populaire, parce que c'est pas trop forçant. Ça, dans le fond, il faut juste forcer le contact avec le client Mhm. pour lui faire comprendre qu'il existe des services, il existe des personnes pour les aider Mhm. selon leur situation. OK. Fait que ça, c'est une Toi, comment tu manière. fais? Puis toi, comment tu fais pour analyser la rentabilité d'un projet avant de faire une offre justement à ces gens-là? euh, c'est une bonne question. Comment je fais pour analyser la rentabilité? Je te T'as un dis, fichier Excel, puis là, tu calcules. évidemment, oui, j'ai un fichier Excel. Par contre, ça OK. vient à l'étape 2. OK. L'étape 1, OK, je fais une règle du pouce. Parce que OK. l'étape 1, étant donné que il y a beaucoup de gens qui se retrouvent Qu'il dans faut. ces situations-là, puis il y a beaucoup de propriétés qui peuvent être potentiellement des lignes intéressants. Par Mhm. contre, il y en a peut-être 1 sur 20 qui va finir par être Ah vraiment ouais. quelque chose. OK. Ils vont vraiment avoir un problème que Mhm. moi, je peux résoudre. OK. Donc, il faut que je vois rapidement si ça vaut la peine ou pas pour moi. Fait OK. que règle du pouce numéro 1, c'est règle du pouce numéro 1, c'est simplement est-ce que moi je peux acheter environ 70% de la valeur marchande? OK. Donc, si on peut se fier rapidement valeur marchande, on pourrait dire, mettons, évaluation municipale, qui n'est pas la valeur marchande, pas du Ah. tout. Ouais. Évaluation municipale, c'est purement pour des raisons de taxation fiscale. Ouais. Mais si on y va vite, vite, règle du pouce, est-ce que l'hypothèque, c'est-à-dire le Le montant prêt. du prêt, Ouais. est 70% ou moins que la valeur de la maison? OK. Là, au moins, premièrement, OK, là, il y a de la place pour que moi, je puisse approcher les personnes. OK. Ensuite de ça, est-ce que c'est déjà à vendre ou pas? Parce que si les personnes ont le réflexe de mettre ça à vendre, ben là, je vais communiquer avec le courtier parce que OK. c'est déjà à vendre. Mais si c'est pas à vendre, ben là, je vais dire, OK, peut-être que ces gens-là veulent vendre, savent pas c'est quoi le processus, comprennent pas trop l'immobilier, ont pas l'habitude de dealer avec ça. Mhm. Donc là, ces gens-là, il faut que moi, j'aille les approcher OK. parce qu'ils sont pas à vendre, puis il n'y a pas de courtier qui s'en occupe, donc je ne peux pas communiquer avec le courtier. Il faut que OK. moi, j'aille chercher un petit peu, entre guillemets, ces gens-là. OK. Puis une fois que tu as fait la règle du pouce, là, l'étape après, là, c'est plus détaillé. Là, tu calcules les coûts de Règle du pouce, dans le rénovation, fait, les là, coûts. pour déterminer en fait les étapes là, une par une, ben là, je regarde, entre autres, sur mon prospecteur, moi, c'est le site que j'utilise. Mhm. Je regarde les avis de 60 jours, les successions. J'essaie de rentrer en contact avec les gens qui ont assez d'équité, donc le prêt est en bas de 70%. Je rentre en contact avec ces gens-là. Après ça, je vois s'ils ont une ouverture euh, pour, euh, pour avoir besoin d'aide. Dans le fond, ils ont Mhm. peut-être déjà une solution. S'ils n'en ont pas, mais là, j'essaie de les rencontrer. Puis une fois que je les rencontre, ben là, c'est là que je vais faire plus une évaluation de la propriété. OK. Quand je les rencontre, à force d'en visiter des maisons, à un moment donné, ils se ressemblent toutes. Puis on vient quand même à une facilité à pouvoir
les évaluer. Par contre, si on n'a pas une facilité, on peut simplement demander à un courtier, demander à un Mhm. évaluateur ou regarder les vendus, OK. Proprio, Kijiji, peu importe. Je sais que même mon prospecteur a un outil d'évaluation qui OK. ressemble un petit peu à ce que les courtiers utilisent. Donc, il y a OK. plein d'outils qui existent Ouais. pour être capable de gager plus ou moins c'est quoi l'évaluation de la maison. Ça n'a pas besoin d'être précis. On s'entend que 70 c'est quand même une grosse différence. Ça n'a pas Mhm. besoin d'être super précis. OK. Mais si, prenons des chiffres précis pour vous donner une idée. Exemple, on tombe sur un bungalow des années 70 qui est en guillemets une boîte à beurre, là, un beau petit rectangle. C'est assez facile à évaluer. On s'entend que ça vaut plus ou moins 300-350 000. Fait que si on veut l'acheter 70 on sait qu'on est à peu près entre 210 et 250 000. OK. Là, on regarde, OK, l'hypothèque est en bas de ça? Si oui, bon, je vais essayer d'aller voir la personne, voir s'il y a une ouverture. Si oui, là, je vais la rencontrer, je vais lui proposer différents services. Si la personne est ouverte ou elle a un besoin de vendre rapidement, boum, je vais lui faire une offre. OK. Puis ensuite de ça, là, je vais aller faire une évaluation plus précise de combien il y a de travaux à faire. Y a-t-il des problèmes majeurs avec la maison? Combien précisément que la maison vaut? Là? Est-ce que Mhm. je peux diviser le terrain? Non, OK. Est-ce que la toiture est à refaire? En combien de temps ça peut se vendre aussi? Parce que je parlais de temps tantôt. Ouais. En combien de temps ça peut se vendre? Puis là, il y a aussi dans l'année. On est où dans l'année? Parce que, tu sais, si on parle de temps de vente, Ouais. ben, on sait qu'il y a beaucoup plus d'acheteurs qui vont acheter au printemps ou un petit peu à l'automne aussi, septembre, octobre. Fait que si on achète une propriété puis on prévoit la revendre, mettons, dans 4 à 6 mois, OK. ça veut dire que si on achète au mois de septembre, mettons, comme mettons là, on est au mois d'octobre, Ouais. octobre-novembre en fait, si on achète une propriété là, qui est un des meilleurs temps pour acheter, parce que dans 4 mois, on tombe au mois de février-mars, OK. qui est le sommet. Là, Sommet, tous ouais. les acheteurs sont là, ils veulent une nouvelle maison pour aller habiter pour la prochaine été. Ils Ouais. veulent quitter leur loyer ou peu importe. Il y a toujours une grande quantité d'acheteurs au printemps, donc acheter là, c'est merveilleux parce que là, on sait qu'on va vendre. Par contre, si on achète au mois d'avril-mai, Ouais. puis là, on rénove ou Ouais. on prend possession, puis on tombe au mois de juillet, là, on fait comme OK, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas vendre, mais c'est un Non, temps où non. est-ce qu'il y a un petit peu moins d'acheteurs, donc ça se OK. peut que ça prenne un mois ou deux de plus. OK. Ça, il faut en tenir compte. C'est super important. Puis est-ce que tu fais plusieurs scénarios, genre, en termes de coûts, en termes de profit, de justement prix de vente, tout ça? Oui, bonne question. Je fais toujours différents. Évidemment, scénario optimiste, qui est pratiquement jamais arrivé. Non, peut-être 1 ou 2 des fois, ça arrive, mais il y a un scénario optimiste, scénario plus réaliste, puis un scénario pessimiste. OK. Puis, quand je le présente à un investisseur, je lui dis voici le scénario pessimiste, puis si le scénario pessimiste, on est capable de dealer avec ça, bon, on est correct, on va aller de l'avant. OK. Puis on est sûr que, exemple, le scénario pessimiste, on ne va pas perdre d'argent. Au OK. moins, mettons, le pire scénario du monde, exemple, on fait, je ne sais pas, 5 000 ben, on est correct, on est encore dans le positif. Ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas ce qu'on veut. Au Mhm. moins, le pire scénario du monde, exemple, on a faut afficher avec un courtier, ça prend 8 mois à vendre. On a plein de commissions, on a des surprises dans les rénovations et tout. Si malgré tout ça, on arrive quand même avec un petit profit, là, on est correct. Mhm. OK. Mais Puis honnêtement, c'est proche du scénario réaliste, mais un peu pessimiste. Un OK, peu, je tu sais, comprends. ça va un petit peu vers le pessimisme parce qu'il y a tout le temps, 100% des cas, il y a des surprises. 100% des rénovations Mmh. ont toujours des surprises. N'importe qui est en rénovation va être d'accord avec ça. C'est clair. Tout le temps des surprises. Puis, si c'est pas indiscret, c'est après combien qu'on vise, par transaction, là, disons, là? Tu sais, là, tu m'as parlé un peu des scénarios, mais ce Ouais. serait quoi l'objectif, disons, comme d'un bon deal, là, en flip? L'objectif d'un bon deal, évidemment, ça dépend de chaque personne, Ouais. évidemment. Ça dépend du temps qui est impliqué là-dedans. Mmh. Moi, je vise, si c'est un flip, Mmh. je vais viser un minimum de 25 000 de OK, profit ou 10% de la valeur marchande, le plus haut des OK. deux. Ça, c'est de net, hein, on parle? Oui, ben, net avant impôt. Avant impôt, hein, c'est ça? Ouais, OK, mais net cool. avant impôt, donc intérêt payé et tout. Ouais, ouais, ouais. Et si je considère qu'il faut payer de l'impôt là-dessus, puis Mmh. souvent, ben, je vais avoir un investisseur aussi que je vais répartir les profits ou je vais avoir de l'intérêt à Mmh. payer. Ben, il faut qu'il en reste un peu en bout de ligne là, parce qu'on Ouais, s'entend ouais, que ce ouais. n'est pas 25 000 que je mets dans mes poches. Mmh. Dans le meilleur des Non, cas, non, c'est c'est 25 sûr. 000 que je donne une partie à l'autre, puis qu'après ça, je paye Mmh. mes impôts. Fait que c'est beau s'il m'en reste 10 dans les poches. Ouais. Puis, justement, en lien avec ça, toi, j'imagine que tu vas pas voir la banque pour financer ce genre de projet-là?
Non, jamais. Parce que, écoute, j'ai arrêté d'aller dans les banques depuis 3 ans parce que je cognais à la porte, ça ne te donnait pas grand-chose. Ouais. De un, pour différentes raisons. Là, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas y aller, là. Non. Mais tu sais, si on en fait plusieurs par année, les banques n'aiment pas ça. Les banques Mmh. n'aiment pas le court terme. Ils veulent qu'on soit attaché avec eux autres OK, je long terme, comprends. puis qu'on paye des petits paiements, mais longtemps. Ouais. Ça, les banques, ils triplent là-dessus, puis ils veulent une grosse stabilité. Moi, à leurs yeux, j'ai pas de job. Je suis super spéculatif, je fais du up, du down. Mon revenu est jamais pareil à chaque année, ça monte, Mmh. ça descend. Fait que je suis super instable pour eux autres. Puis, tu sais, à un moment donné, mes cartes de crédit sont toutes pleines, mes marges sont pleines parce que là, j'ai deux, trois projets en même temps. Mmh. Puis après ça, ben, c'est tout vide, puis j'ai de l'argent dans les poches, puis là, tout va bien, c'est beau, puis là, tout le monde veut me prêter. Mais, fait que, tu sais, c'est jamais pareil, puis c'est Ouais, super ouais. compliqué pour moi de passer au financement à la banque. Mmh. Donc, je me reviens vers des investisseurs, je me reviens vers des prêteurs privés OK, qui, honnêtement, il y en a partout. Fait que c'est pas trop compliqué à trouver. OK. Puis Mais moi, je me revire systématiquement vers ça. Par contre, si c'est OK. quelqu'un qui a une job, tu sais, puis je pourrais, exemple, prendre un partenaire Ouais. ou, tu sais, des fois, il y a des gens qui vont racheter des offres d'achat que moi, je veux pas parce que j'ai d'autres projets. Mmh. Puis c'est des gens qui ont une job, qui veulent en faire un ou deux par année. Puis OK. eux, ils vont dire, ben moi, c'est correct, je passe à la banque, ils vont aller chercher un prêt bancaire, ils vont le mettre dessus, puis ça va bien passer. Puis c'est correct, là, à un ou deux par année, c'est facile à faire. Puis même, c'est beaucoup plus payant avec des prêts bancaires, on s'entend, Ouais, parce oui. que prêteur privé, malgré que les intérêts sont plus élevés, c'est des intérêts simples et non pas composés. Puis il n'y OK. a pas de pénalité de cachet, de petits caractères en bas du contrat. Fait que, tu sais, la différence entre un prêt bancaire et un prêt privé n'est pas si énorme que ça à Mmh. court terme. Mmh. Mais évidemment, la banque est un peu moins chère. C'est ça. Puis OK. si c'est 6 mois et plus aussi, le prêt bancaire est beaucoup plus avantageux, on s'entend qu'un prêt privé. Bah, oui. OK, cool. Fait que prêt bancaire, oui, ça vaut la peine. Donc, si vous pouvez, permettez-vous-le. Sachez que si vous ne pouvez pas, il y a d'autres alternatives qui sont possibles, qui ne sont pas Mmh. très compliquées. Cool. Puis dans ce cas-là, ça pourrait être une bonne stratégie de dire au début, peut-être faire des prêts bancaires, puis un peu comme toi, là, dans le sens où avec le temps, là, tu diriges Oui. vers d'autres solutions de financement plus flexibles. Ma suggestion à moi, c'est si vous prévoyez faire un flip en moins de 6 mois, cassez-vous pas la tête avec une banque. En OK. partant, marge de crédit, si vous avez assez de marge de crédit, Mmh. investisseur ou prêteur privé. OK. 6 mois et moins, go avec les prêteurs privés, les investisseurs ou des marges. Ça, c'est OK. le meilleur. Si vous prévoyez 6 mois et plus parce qu'il y a des travaux, Ouais. parce que vous voulez prendre votre temps, parce que vous faites ça les fins de semaine, le soir, parce que peut-être que vous voulez habiter dedans aussi, Mmh. 6 mois et plus, prêt bancaire, oui, c'est bon, ça OK. vaut la peine. Super. Puis justement, en parlant des premiers flips, c'est quoi les erreurs classiques que tu vois d'un premier un premier flipper, là, je sais pas si on dit ça comme Erreur ça. classique, là, l'erreur Ouais. la plus classique, c'est une mauvaise évaluation des coûts. OK. Ça, Du c'est coup. l'erreur numéro un. Mauvaise évaluation des coûts qui résulte à un achat beaucoup trop cher. Exemple, les gens Ah, vont se lancer sur reprise de finances. Oh oui, reprise de finances, c'est cool parce que là, c'est la banque. Sachez que reprise de finances, depuis 2012, les banques sont tenues de vendre à la pleine valeur marchande. oh, Donc, quand c'est affiché sur MLS, les c'est banques sont tenues par la loi à vendre à la pleine valeur marchande pour OK. redistribuer les profits quand c'est une vente du contrôle de justice. Ouais, Un peu ouais. technique tout ça, là. Entre les créanciers, quoi. Et oui, la banque est tenue de vendre à pleine valeur marchande Mmh. parce que quand c'est une vente du contrôle de justice, ils vendent au nom du propriétaire. Donc, ils sont tenus de redistribuer les profits, OK. redistribuer les créances, en fait, s'il y Ouais, a c'est d'autres ça. créanciers, s'il y a des taxes. Puis même le propriétaire, techniquement, là, même si ça arrive pratiquement jamais, là, s'il était pour rester du profit en vente du Ouais, contrôle il de pourrait justice, là. la banque redonne au propriétaire. OK. Entre guillemets, ça arrive pas Ça vraiment. arrive jamais. Mais ils sont tenus de, donc il faut qu'ils vendent à pleine valeur marchande. Donc, c'est OK. pas vraiment un deal, à moins que ça traîne depuis longtemps, que la banque serait plus négociable. Mais entre guillemets, on Mmh. garde ça entre nous autres. S'ils sont assurés par la SCHL, là, Ouais. OK? Le- on s'entend dessus qu'ils n'en ont rien à foutre. Ben Ils vont non. juste l'afficher pendant 6 mois. Mmh. S'ils ne vendent pas, ils se revirent de bord, puis ils mettent le dossier à la SCHL, puis ils C'est disent ça, ben, donne-moi un chèque parce que ça ne s'est pas vendu. c'est La ça. SCHL, c'est une assurance. Fait qu'ils vont dire bon, ben, on t'a assuré, la personne a payé, fait que voici ton montant, puis la SCHL va faire comme ben, nous autres, on va essayer de le vendre, puis ils vont le remettre sur le marché. Puis là, quand c'est la SCHL, il y a un petit peu plus de marge de négociation, mais ils vont baisser tranquillement, tranquillement. OK. Donc, les banques sont pas tant pressées de vendre un Mmh. deal.
Puis, autre point aussi, sur MLS, il y a beaucoup d'acheteurs. Donc, beaucoup de compétition, les prix montent. Donc, Mmh. c'est pas tant des deals. Ah, OK. Il peut en avoir, mais on s'entend que c'est pas C'est tant pas les deals des reprises de finances. Fait que tout ça et pour dire que ouais. les gens vont sous-estimer les surprises, sous-estimer les coûts. OK? Puis les coûts, là, beaucoup la taxe de bienvenue, l'inventaire, les assurances, ça coûte cher des assurances Ben d'une oui. maison vide. Là. OK? C'est 3 à 4 fois le prix d'une assurance normale. OK. Fait que si ça vous coûte 1000 pièces assurer votre maison, dites-vous que ça va vous en coûter 3 4 000 assurer une maison vide. Wow. C'est Puis c'est une très période cher. très courte en plus, là. Oh oui, mais c'est super cher assurer des maisons vides. Donc, ça, il faut le prévoir. Puis il faut prévoir aussi qu'à la revente, là, même si ça te tente de mettre ça sur du proprio, ben, ça se peut qu'il y ait un courtier qui vienne et qu'il y a des acheteurs. Mais ce Mmh. courtier-là, il amène ses acheteurs, il veut être rémunéré, puis c'est Ben normal. oui. Mmh. Donc, ça se peut qu'il demande 2. Mmh. Fait qu'il faut le prévoir, ce 2 Je là, comprends. parce que le courtier fait sa job, il amène ses acheteurs et tout. Mais le prix affiché, c'est ton prix affiché qui est considéré comme s'il n'y avait pas de courtier. Ouais. Fait que ça, c'est important d'en tenir compte. La quittance aussi, pour se libérer du prêt, ça coûte 750 à 1000 pièces. Sous-estimer aussi les travaux. Ça Bah, coûte cher rénover, là. Ça coûte ouais, c'est vraiment cher. En ce moment, les matériaux coûtent cher, la main-d'œuvre, c'est une grosse pénurie. Fait que ça coûte cher quand même la main-d'œuvre. mmh. Fait qu'il faut prévoir aussi que quand tu ouvres les murs, il faut que tu ramènes au code. Donc, le code de 2019 n'est pas le code de 1972. Non. Donc, quand on ouvre les murs et qu'on tasse des affaires, il faut ramener au code l'électricité, la plomberie, Ah, chaud. l'isolation et tout. Donc, ça coûte Ouais. cher. OK. Fait qu'il Fait, faut fait vraiment bien évaluer les coûts, au départ, là. oui, exactement. Il faut vraiment bien évaluer les coûts. Puis moi, avec l'expérience, j'ai fait mon propre calculateur. Mmh. J'avais des calculateurs de différentes écoles. Mais Ouais. avec le temps, moi, je voulais simplifier, puis avoir quelque chose de sharp à présenter à des Mmh. investisseurs. Fait que j'ai développé mon propre calculateur. OK. Puis ça, c'est vraiment, vraiment utile pour moi parce que j'oublie aucune dépense comme ça. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, c'est toute une liste, là. Tu sais, c'est simple, Mmh. là, c'est un petit Excel avec des couleurs, des tableaux et tout. Puis là, je sais que si j'ai une ligne où est-ce que c'est marqué taxes, il faut que je calcule les taxes. S'il y a Mmh. une ligne que c'est marqué taxes de bienvenue, anyway, toutes les lignes, il Ouais, faut je toutes comprends. que je les remplisse. Donc, en bout de ligne, là, je me rends compte que, Colin, ça me coûte 40 000 acheter puis vendre. Crime, c'est quand même cher. Ouais. Mais il faut les prévoir, ces dépenses-là. Super, super important de prévoir le pire scénario aussi qui peut arriver. Ouais. Comme je disais, Et exemple, full commission, ça prend 8 mois à vendre. Il faut payer à fond les taxes, un certificat de localisation, toutes ces choses-là. Faut tout prévoir ça, pire scénario du monde. Puis là, on peut se dire, OK, c'est le pire scénario, je suis capable de dealer avec. mmh. Parfait. Là, mon prix est bon.